La CPI a rejeté la requête du président kenyan qui vise à l'exempter d'une présence à l'audience du 8 octobre. La Cour exige la présence du président Kenyatta à La Haye. Le Soudan du Sud est menacé de famine, a averti ce mercredi le directeur des opérations de la Croix-Rouge. Cette crise majeure affecte plus de 4 millions de personnes. La Norvège, tête de liste des pays où il fait bon d'être vieux, c'est ce que révèle l'indice Global Age Watch 2014, publié ce mercredi. Voilà les titres à développer au cours de cette édition à laquelle je vous souhaite la bienvenue. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce journal par les nouvelles des États-Unis. Après une intrusion spectaculaire dans la Maison-Blanche, le chef du Secret Service, la police d'élite chargée de protéger le président américain, a démissionné ce mercredi sur fond de controverse sur l'infaillibilité de la sécurité de Barack Obama. Aujourd'hui, Julia Pearson, la directrice du Secret Service, a présenté sa démission et je l'ai acceptée, a annoncé le ministre de la Sécurité intérieure des États-Unis, Jeh Johnson, dans un communiqué. La veille au Congrès, la directrice de cette police d'élite chargée de protéger le président américain, sa famille ou encore les dignitaires étrangers en visite aux États-Unis avaient essuyé des critiques des élus après une récente intrusion dans la Maison-Blanche. La Cour pénale internationale a rejeté ce mardi une requête du président kenyan Uhuru Kenyatta, une requête qui vise à l'exempter de sa présence à l'audience du 8 octobre à La Haye. La Cour assure que la procédure contre le président kenyan en était à un stade crucial. Elle a estimé que le bon exercice de la justice dans cette affaire nécessite la présence physique de l'accusé à la Cour. Rappelons que la menace d'un procès à la CPI pour le président Kenyatta n'était plus à l'ordre du jour depuis que l'accusation a demandé un report sine die de l'ouverture du dit procès, faute de preuves suffisantes. Les juges ont accédé du moins à cette demande et avaient accepté le report sine die de l'ouverture du procès, normalement prévu pour le 7 octobre prochain. Néanmoins, la CPI a ordonné la tenue d'une audience de procédure le 8 octobre en présence de l'accusé. Le président Kenyatta, âgé de 52 ans, est soupçonné de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008 qui avaient fait plus de 1000 morts et plus de 800 000 déplacés. Un autre élément à présent dans cette édition, il faut agir le plus vite possible pour enrayer la propagation du virus Ebola dans le monde entier. C'est la principale mission assignée à l'équipe spéciale mise en place par les Nations Unies à Accra, au Ghana, pour coordonner les efforts contre l'épidémie. La mission spéciale des Nations Unies contre le virus Ebola espère parvenir à enrayer l'épidémie en 60 jours. Reportage. Le chef de la nouvelle mission de l'ONU chargé de coordonner la réponse d'urgence à Ebola, UN Meir, a appelé mardi à agir le plus vite possible pour enrayer la propagation du virus dans le monde. Cette annonce intervient au moment où le Libéria est au bord de l'implosion et l'UNICEF dit s'inquiéter du sort de milliers d'orphelins d'Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les 3 pays les plus durement touchés par l'épidémie. À Accra, où une équipe s'est installée lundi dans les quartiers généraux de l'UN Meir, Anthony Bambury a dit espérer parvenir à enrayer l'épidémie en 60 jours. Un objectif qu'il a lui-même qualifié d'extrêmement ambitieux. Si la mission UN Meir n'avait pas été créée, si le monde ne répondait pas à la crise Ebola, le nombre de cas passerait du nombre actuel. On n'a pas d'estimation exacte, quelques 20 000 cas à 1,4 million en janvier. Et ensuite, tous les pays du monde seraient concernés par les risques. Des risques très sérieux. Pas seulement la santé des personnes, mais leur économie, leur structure sociale, leur structure politique. Le monde doit agir maintenant. L'UN Meir n'est pas là pour offrir des services médicaux où que ce soit. Le personnel de l'UN Meir ne travaillera pas dans des centres de traitement du virus Ebola et ne soignera pas les patients atteints d'Ebola. Nous serons impliqués dans des questions politiques, les questions de logistique, comme la construction de centres de traitement du virus Ebola qui seraient ensuite gérés par les ONG ou les autorités de santé nationales. La fièvre, par exemple, est quelque chose que vous pouvez utiliser parce que c'est une
constante. Toutes les personnes atteintes d'Ebola ont de la fièvre ou commencent à vomir ou avoir de la diarrhée et d'autres symptômes du genre. Ensuite, vous avez des symptômes et quiconque touche vos fluides corporels peut être contaminé, mais ne le sera pas forcément. Mais si par exemple vous vous lavez les mains avec du savon, le virus est très très faible et le savon le fera disparaître. En Sierra Leone, le gouvernement a dû publier un démenti mardi après la sortie de centaines de personnes dans les rues d'une ville du Nord pour célébrer la fin de l'Ebola. Les États-Unis doivent envoyer un contingent de 3000 soldats au Libéria et la Grande-Bretagne a prévu d'installer un centre médical en Sierra Leone. Quelques 150 soldats américains sont arrivés au Libéria le week-end écoulé avec un hôpital de campagne censé d'accueillir notamment le personnel de santé infecté. Justement, cette fièvre hémorragique à virus Ebola a déjà fait beaucoup de victimes sur le continent africain. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale pour la santé, le cap des 3000 morts est franchi. Ces pertes en vies humaines viennent masquer l'impact économique de l'épidémie, souvent perdu de vue. Quelles sont alors les conséquences économiques de l'épidémie Ebola sur le continent africain? Élément de réponse à travers ce reportage. Marché déserté, activités minières perturbées, vols annulés. L'épidémie d'Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest va laisser des traces durables sur l'économie des pays touchés. Au Libéria, le plus impacté par ce virus, le pays est au bord de l'explosion sociale. Nous voyons que la projection globale du PIB est passée de 5 à 2%. Et si cela continue, cela passera en négatif. Nous voyons donc un impact potentiel d'un peu plus de 350 milliards de dollars en termes d'activité économique. Ebola a déjà fait plus de 3000 morts au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. L'épidémie n'est pas seulement une crise de santé publique, mais une crise économique qui touche de nombreux secteurs d'activité. En Sierra Leone, la mise en quarantaine des villes a été étendue. Plus de 1,2 million de personnes sont concernées. Les habitants ne peuvent plus circuler librement et cela a un impact sur l'économie locale. Depuis l'émergence de la crise Ebola, les gens ont peur de venir et nous vendent des produits. Et ils ont aussi peur de venir et d'acheter. Avant, quand nous allions au marché, nous pouvions acheter des produits pour pas très cher. Mais maintenant, depuis qu'ils prennent un risque en venant ici, les produits sont très chers. Le secteur touristique souffre aussi et les annulations de vols n'ont que renforcé le manque de vacanciers dans ces pays. On est presque à 0% d'occupation. J'ai 50 chambres dans cet hôtel par exemple et il n'y a que 2 occupations. Et c'est des compatriotes sénégalais qui n'arrivent même plus à payer. Donc, parce que les frontières sont fermées, il n'y a pas d'avion. Afin d'aider les pays touchés, le Fonds monétaire international a approuvé une aide supplémentaire de 130 millions de dollars pour la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Dans ces 3 pays, l'impact du virus est estimé à plus de 100 millions de dollars par pays. Ce que nous voyons avec Ebola, c'est que le secteur des matières premières des pays touchés est lentement mis sous pression. Il n'y a pas eu de désinvestissement massif et soudain. Ce qu'il se passe, c'est un ralentissement de toutes les opérations. Tout le monde met tout au second plan en termes de nouveaux investissements. Une situation inquiétante pour les pays les plus touchés, mais d'après le département Afrique du FMI, la croissance économique en Afrique subsaharienne devrait toutefois rester stable. Les 3 pays frappés par l'épidémie ne représentent qu'1% du produit intérieur brut de la région. Et puis parlant toujours du virus Ebola, sur le terrain, la Sierra Leone s'apprête à recevoir en fin de matinée environ 130 médecins et personnels de santé cubains sur les quelques 500 que la Havane a prévu d'envoyer essentiellement à Freetown, mais aussi à Monrovia et à Conakry. Et aux États-Unis, à Washington plus précisément, de nombreuses questions se posent au Texas autour du premier cas d'Ebola déclaré sur le sol américain et que les médecins d'un hôpital texan n'ont pas diagnostiqué. Le patient a été renvoyé chez lui et est tombé malade quelques jours plus tard. En Somalie, les habitants de Mogadiscio se sentent de plus en plus en sécurité et sont même plus optimistes qu'il y a de cela une année. C'est ce que révèle un sondage effectué sur un échantillon de 1600 habitants de la capitale somalienne. Ce pays autrefois ravagé par la guerre et toujours menacé par les attaques des terroristes du groupe Al-Shabaab semble se relever peu à peu sur le plan économique. Reportage.
Après plusieurs années de guerre, la vie semble avoir repris son cours normal en Somalie. À Mogadiscio, la capitale, de nombreux immeubles sortent de terre et les activités économiques fleurissent au grand bonheur des commerçants. L'heure est au grand espoir. Il y a eu beaucoup de changements dans le renouvellement des routes. Tout était en ruine et vraiment en mauvais état avant qu'on arrive ici. Mais maintenant, comme vous pouvez le constater, personne ne peut trouver de maisons à louer parce qu'elles sont toutes remplies. Et la ville est en train de s'agrandir. Nous sommes optimistes et espérons que l'année prochaine sera plus florissante que celle-ci. Nous devons rester au pays. Vous savez que beaucoup de jeunes fuient le pays. Nous avons choisi d'y rester et d'y investir. Quant aux Somaliens de la diaspora, ils ne restent pas pour autant en marge de la reconstruction de leur pays. Nombre d'entre eux y investissent, créant ainsi de nombreux emplois. De plus en plus de membres de la diaspora sont en train de revenir et investissent dans les entreprises du pays. Ils créent des emplois pour les jeunes au chômage. Je suis menuisier et il y a de plus en plus d'emplois. La diaspora est en train de revenir et comme on est à Mogadiscio, on est plus optimiste sur le futur. Comme le dit l'adage, après la pluie, le beau temps. Un autre élément à présent dans cette édition, au Nigeria, des soldats sont jugés en cour martiale pour non-respect de la discipline et comportement non professionnel dans la lutte contre l'insurrection du groupe islamiste Boko Haram. Déjà le mois dernier, il faut préciser que 12 soldats ont été condamnés à mort pour mutinerie. Et puis à La Haye, l'Ivoirien Charles Blé Goudé, bras droit de l'ancien président Laurent Gbagbo, doit prendre la parole devant la CPI au dernier jour d'audience destinée à déterminer s'il doit être jugé pour des meurtres, viols et autres crimes contre l'humanité. Précisons que les juges de la CPI ont 2 mois pour se prononcer. Le Soudan du Sud est menacé de famine, a averti ce mercredi le directeur des opérations du Comité international de la Croix-Rouge. Ce dernier déplore que cette crise majeure affectant plus de 4 millions de personnes soit oubliée par les médias et la communauté internationale. Un reportage. La situation est critique. Nous verrons à la fin de la saison des pluies, une fois que l'accès sera meilleur, si l'on peut vraiment parler de famine, a déclaré Dominique Stillart, le patron des opérations du Comité international de la Croix-Rouge, au retour d'une tournée sur place et dans plusieurs pays africains. Les opérations du CICR au Soudan du Sud sont avec 108 millions d'euros, les plus importantes de l'organisation après la Syrie. Au Soudan du Sud, il y a une lassitude de beaucoup de donateurs, mais s'il n'y a pas une aide plus substantielle pour distribuer de la nourriture, la situation actuelle de sérieuses pénuries risque encore de s'aggraver l'année prochaine. Près de 4 millions de personnes doivent être assistées au Soudan du Sud, dont 1,5 million sont des déplacés, soit 1,1 million à l'intérieur du pays et 400 000 réfugiés à l'extérieur. The World Food Programme has mounted an emergency response operation. Le programme alimentaire mondial s'est chargé d'une opération d'urgence. On utilise des transports aériens et du parachutage et aussi des péniches pour atteindre la population dans des endroits qui sont difficiles d'accès. Ces gens ont fui leur maison pour venir à des refuges à Jonglei, Unity et Upper Nile. Le Soudan du Sud a acquis son indépendance en 2011, 6 ans après un accord de paix qui a mis fin à des décennies de combat. Cependant, la jeune nation a replongé dans la violence en décembre dernier, après des affrontements entre combattants loyaux au président et partisans de son adjoint qui l'a démis de ses fonctions. Des milliers de personnes ont été tuées. Notons que le CICR a prévu un budget de 56 millions d'euros, soit 40% de son budget pour aider les pays africains. La France à présent, coincée entre les exigences européennes et une option majoritairement hostile, le gouvernement socialiste français de François Hollande a présenté ce mercredi son budget pour l'année 2015. Un budget marqué par l'endiguement plus laborieux que prévu des déficits malgré un effort sur les dépenses. Le projet de budget prévoit l'an prochain un léger reflux du déficit budgétaire à 4,3% du produit intérieur brut. Après 4,4% cette année, il devrait ensuite se réduire à 3,1%
1,8%, puis 2,8% en 2017, revenant ainsi sur la limite fixée par Bruxelles 2 ans après la date prévue. La deuxième économie du moins de la zone euro va donc devoir pour la 3e fois demander un nouveau délai à Bruxelles pour revenir dans les clous du pacte de stabilité européen. Mais que pense la classe politique française de ce budget du gouvernement Hollande-Val? Suivons ici les réactions de quelques députés. C'est un budget très responsable qui ne fait pas peser d'efforts supplémentaires sur les ménages, qui réduit même aujourd'hui leur imposition et qui permet de continuer à financer l'effort de compétitivité dont nous avons besoin pour résoudre la question du chômage. Nous avons un budget où on essaye de raboter les dépenses, où il n'y a aucune réforme qui permettrait de faire des vraies économies. C'est donc un budget pour rien, d'une France qui stagne, qui n'a plus de croissance, qui n'a plus d'inflation, qui n'a plus de dynamisme et qui n'a plus aucune volonté politique. Moi, ma crainte, c'est que ce budget soit une nouvelle saignée pour les Français et les classes moyennes. Le gouvernement nous dit qu'il ne va pas augmenter les impôts, mais en réalité, il reprend d'une main ce qui fait semblant de donner de l'autre. Les familles, par exemple, pour des familles qui sont aux alentours du SMIC, ça peut représenter des pertes d'argent jusqu'à 1 200 € par an sur une famille qui a des enfants. Nous sommes, l'opposition, on peut le dire, consternés par la manière dont le budget est présenté. C'est un budget qui n'est pas fondé sur les réalités, c'est un budget qui est fondé sur des espérances de croissance, des espérances de résultats qui permettent d'avoir des chiffres équilibrés et qui ne correspondent pas à la réalité. C'est une politique qui n'est pas très juste parce que même si on fait un geste en faveur des ménages à travers des baisses d'impôts, ça reste très insuffisant au regard de toutes les hausses d'impôts que l'on a votées depuis le début du quinquennat et que l'on continue d'ailleurs d'envisager à travers les baisses de prestations sociales, les baisses de prestations familiales, etc. Donc je pense que c'est une politique qui reste déséquilibrée, trop de choses sans contrepartie en faveur des entreprises, pas suffisamment en faveur des ménages. Toujours en France, dès le 1er janvier prochain, la Poste augmentera le prix de ses timbres de 7% en moyenne. Il s'agit de la hausse la plus importante jamais enregistrée dans ce secteur. Cette hausse est destinée à récompenser la baisse de l'activité. Les responsables de la Poste estiment que cette hausse est nécessaire car elle s'inscrit dans une stratégie de maintien d'un service universel très étendu et d'un haut niveau de qualité en conformité avec le plan postal pour l'horizon 2020. Précisons que d'autres pays européens ont déjà procédé à des hausses importantes, 46% au Royaume-Uni et 35% aux Pays-Bas. La Norvège occupe le premier rang des pays où il fait bon d'être vieux. C'est ce que révèle l'indice Global Age Watch 2014. Publié ce mercredi, ce rapport a été élaboré sur la base des indicateurs liés au bien-être économique et social des personnes âgées issues de 96 pays dans le monde entier. Reportage. Sur les 96 pays classés selon le bien-être économique et social des personnes âgées, la Norvège arrive en tête de l'indice Global Age Watch 2014. Derrière la Norvège arrivent la Suède, la Suisse, le Canada et l'Allemagne. Les États-Unis se classent 9e et la France 16e. Parmi les mauvais élèves classés dans le dernier cas, on retrouve la Turquie, la Serbie, le Venezuela ou encore l'Afrique du Sud. Les 5 derniers sont la Tanzanie, le Malawi, la Cisjordanie et Gaza, le Mozambique et l'Afghanistan. Ce classement, qui concerne 91% des personnes de plus de 60 ans dans le monde, est établi à partir de l'évaluation de 4 catégories de données: la sécurité des revenus, l'état de santé, les capacités et l'environnement favorable. En termes de santé, c'est le Japon qui prend la première place tandis que la Suisse a le meilleur environnement. La France se classe 2e pour la sécurité des revenus et 7e pour la santé des personnes âgées. Autre constat, seule une personne sur 4 de plus de 65 ans touche une retraite dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. L'indice souligne cependant que la croissance économique seule n'améliorera pas le bien-être des personnes âgées. Des politiques spécifiques doivent être mises en place afin de combattre les conséquences du vieillissement, la priorité étant de fournir une couverture sociale élémentaire. Autre élément pertinent de ce rapport, seule la moitié de la population mondiale peut espérer recevoir une retraite de base. Soulignons que la population mondiale compte actuellement 868 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, soit presque 12% de son effectif global. D'ici à 2050, elles seront, selon les prévisions, 2,02 milliards, soit presque autant que le nombre d'enfants de moins de 15 ans, soit 2,03 milliards.
Et voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition. Mais avant de partir, je vous propose de méditer ce proverbe d'origine gabonaise qui dit « le fleuve du moins, fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin ». Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. C'est d'origine gabonaise. Merci une fois encore de nous avoir suivis, madame, monsieur. L'information se poursuit sur Sika TV. Retenez que nous avons également notre site internet où l'information se poursuit toujours en continu. C'est www.sikatv.info.